Commencez avec une équipe souple, solidaire, organisée, rafraîchissante et tenace. L'exercice coordonné en Bretagne, c'est aussi la diversité de ses côtes, la beauté de ses paysages et le caractère bien trempé de ses habitants. Et tout ça ne serait rien sans nos adhérents et nos partenaires. Nous vous attendons tous à Saint-Malo les 17 et 18 mars 2023. L'armateur fait le bateau. L'équipage fait la course. Le vent et la mer font le reste. Les moyens font les équipes. L'équipe fait l'exercice coordonné. L'énergie et le plaisir font le reste. Le sillage du bateau est fruit du vent. L'exercice coordonné est fruit d'une belle équipe. Chacun a son souffle. Voiles et ACI en sont les magies. Allez, continue. Des vents, nous attendons la force. Du Ségur, l'hôpital a eu le souffle. De la risée, l'embu attend le nom. Un zéphyr comblerait les équipes. Nul doute, à Saint-Malo, il se lèvera. L'anglais vaincu déclama. Vous les Français, vous vous battez pour l'argent. Nous les Anglais, nous nous battons pour l'honneur. Ce à quoi lui répondit le corsaire malouin. Vous avez raison, capitaine. Chacun se bat pour ce qu'il n'a pas. Avec et essor, d'honneur ne sont pas demandeurs. Le corsaire a en ses soutes richesses conquises qui feront de son équipage la fortune. L'équipe a sur son pont la santé d'une population, avec ses patients, ses usagers, ses habitants, ses citoyens. Et
et tous ensemble, chaque jour, verront gonfler leur fortune morale. Embarquez avec nous pour Saint-Malo 2023. Merci Essor pour cette belle vidéo qui sent bon les crêpes et les galettes de saucisses. Alors, on va se lancer pour la deuxième plénière. Donc bonjour et merci à Avec Santé de nous avoir proposé d'animer cette table ronde. Petit mot sur le concours Pluripro que vous avez reçu à l'entrée. Donc concours Pluripro qui a changé de nom, concours médical à concours Pluripro, tout simplement pour réaffirmer notre ligne éditoriale et notre souci de défendre l'exercice coordonné. Donc nous le savons, la question de l'accès aux soins aujourd'hui est une préoccupation majeure. Pourquoi? Parce qu'il y a 6 millions de Français aujourd'hui qui n'ont pas de médecin traitant. Pour autant, les acteurs de terrain, donc vous tous ici présents, vous vous mobilisez au quotidien et vous vous organisez pour répondre à ces problématiques. C'est dans l'ADN des soins primaires, c'est dans l'ADN des structures d'exercice coordonné que d'apporter une réponse aux territoires désertés, parce qu'aujourd'hui, les professionnels ne cherchent plus un lieu d'installation, mais une équipe où s'installer. Alors, comment cette traversée du désert médical devient un objectif d'équipe? Ce sera tout l'objet de cette table ronde. Dans un désert médical, je veux une équipe de santé et j'ai l'honneur d'être accompagnée par 4 illustres intervenants. Je vais inviter à me rejoindre. Donc, Catherine Deroche, sénatrice et présidente de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Adrien Debevers, au Sénat, pardon, excusez-moi. Ouh là là, la méprise. Adrien Debevers, sous-directeur de l'offre ambulatoire à l'ARS Hauts-de-France. Xavier Lemercier, médecin généraliste à la MSP de Vouneuil-sur-Vienne. Pascal Gendry, qu'on ne présente plus, mais que je vais présenter quand même, président d'Avec Santé. Et Gérard Raymond, qu'on ne présente plus, mais que je vais présenter quand même, président de France Asso Santé. Et entre-temps, pendant qu'ils s'installent, en fait, ils auraient dû prendre plus de temps pour s'installer, et donc j'avais le temps de lancer une vidéo, mais pendant que M. Raymond s'installe, parce que c'est vous qui en parlez le mieux, je vous propose 2 témoignages de terrain de professionnels qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui, qui vont vous expliquer comment ils vivent cette question du désert médical. Donc je suis Laure Loiseau, j'ai 30 ans, je suis orthophoniste, je me suis installée à la maison de santé du Nouvion en Thiérache, qui s'appelle Les Hirondelles, qui fait partie de Hauts-de-France. Au début, pour m'installer, j'avais très peur d'être toute seule en fait dans mon coin. Je voulais vraiment avoir un avis pluridisciplinaire. Pour moi, la prise en charge du patient, c'est pas toute seule en fait. J'ai besoin d'échanger, de parler avec le médecin, mais aussi les ergos, les psychomotes, etc. Donc c'était vraiment une prise en charge pluridisciplinaire qui m'intéressait. Donc j'ai été diplômée en septembre 2016, je suis arrivée à la MSP en janvier 2017 et en fait je me suis installée au sein de la MSP du Nouvion parce que je suis originaire déjà du Nouvion. Je savais qu'il y avait la patientèle qui était en demande et en fait malgré ma présence on est quand même toujours en manque de professionnels de santé, surtout d'orthophonistes. Donc voilà, on est vraiment dans un désert médical où on a besoin de médecins, de psychologues. Oui, parce que du coup on se sent moins seul, l'échange est quand même plus facile, la prise en soin aussi est mieux coordonnée, on a une vision plus globale du patient, donc oui. Je sais qu'en tant qu'orthophoniste, on a une aide à l'installation de la part de la CPM, où en fait c'est une aide que l'on a pour nous aider à investir dans les différents équipements. Mais on peut aussi avoir un dispositif d'exonération d'impôts quand on s'implante en zone de revitalisation rurale. Et donc moi j'ai bénéficié de ce dispositif. Parce que la demande est présente,
parce que on est des super équipes motivées et dynamiques, parce que on met plein de choses en place justement pour les attirer, parce qu'on a besoin d'eux. Donc et que les patients aussi sont en demande et ils sont très reconnaissants. Du coup, il y a le respect du patient qui est encore présent. Donc, et encore une fois, parce que les mairies aussi sont très présentes. Il y a vraiment une solidarité, une coordination aussi bien politique que santé et territoriale qui est présente. Donc ça, je pense que c'est le point important. Je m'appelle Mathieu Noireau, je suis kinésithérapeute diplômé depuis 2014 et j'exerce actuellement donc en Haute-Garonne, au nord de Toulouse, dans une maison de santé multisite sur la commune de Labastide-Saint-Sernin. Donc c'est tout récent, là j'ai rejoint le cabinet de kiné qui fait partie de cette maison de santé multisite début octobre 2021, parce qu'avant j'exerçais pendant 4 ans dans une autre maison de santé dans les Landes. Dans le sud-est des Landes, c'est une zone assez rurale en fait, donc dans lesquelles en effet c'est considéré comme désert médical. Par contre, ce n'était pas considéré comme une zone sous-dotée en kinésithérapie. La dynamique d'équipe était très forte, pluriprofessionnelle, très ouverte en fait à toutes sortes de projets. Donc c'est ça qui m'a vraiment attiré. Complètement en termes d'accès aux soins purs. Après, c'est pas l'unique solution pour attirer des professionnels dans des zones rurales. Au niveau professionnel, et notamment par le biais des stages, on essaie de les développer. C'est clair que maintenant les jeunes adorent cet exercice pluriprofessionnel, que ce soit les médecins, les kinés, les infirmiers ou toute profession. On y trouve vraiment un bien-être au travail, on se sent plus efficient dans le traitement des patients, et d'ailleurs c'est démontré par plusieurs études. Par contre, il reste toujours le problème, s'il n'y a pas d'accès culturel, pas d'école, pas de cinéma, etc. Pour fonder une vie de famille, c'est pas évident, donc la réponse est vraiment globale au niveau des territoires. Ouais, ça peut rejoindre la petite incohérence que j'avais formulée dans le sens où dans les Landes, là, j'ai exercé dans une zone en désert médical, mais considérée comme zone intermédiaire en kiné. Et pourtant, en kiné, on avait entre 3 et 4 semaines d'attente pour des nouveaux patients. Donc bien sûr, comme on était dans une équipe dynamique, on s'organisait pour mettre en place des créneaux d'urgence, et puis les médecins étaient réactifs derrière et ils les utilisaient, donc il y avait une pertinence. Mais par contre, on s'est rendu compte que par exemple, quand on a voulu monter des protocoles de soins non programmés pour de l'accès direct à des kinés auxquels les médecins étaient ouverts, on s'est rendu compte que c'était même pas pertinent parce que les médecins étant organisés, parce qu'ils ont beaucoup d'aide, ils étaient plus réactifs que nous. Alors que les kinés, on avait ces petits créneaux d'urgence, mais qu'on montait de briques et de broc, qui ne sont pas accompagnés derrière par les tutelles. Et donc les kinés, on a des zones en effet surdotées et des restrictions à l'installation, et quelques aides financières dans les zones sous-dotées, mais on voit que c'est pas forcément harmonisé au niveau des zonages, puisqu'on se retrouve dans des zones où c'est des aires médicales, mais pas des aires kinés, alors que pourtant on a beaucoup de délais d'attente. Donc ça renforce l'idée d'essayer d'harmoniser ça et de parler de déserts de santé plutôt qu'uniquement de désert médical, parce que c'est l'ensemble du corps professionnel de santé qu'il faut essayer d'optimiser, quoi. Alors, on va lancer le débat. Catherine Deroche. Donc, vous êtes sénatrice et présidente de la Commission des affaires sociales. Quel est le rôle des collectivités aujourd'hui dans cette réponse à apporter aux déserts médicaux ? Nous l'avons vu dans les témoignages, c'est vrai que les collectivités ont un rôle et ça démarre bien évidemment de la commune. Pourquoi ? Parce que c'est le maire qui souvent est face à des concitoyens qui se plaignent de ne plus avoir de professionnels de santé, de médecins notamment. On a le cas aussi des maisons de retraite dans lesquelles les résidents n'ont plus de médecin traitant ou les médecins ne suivent plus le résident médecin traitant. Donc l'élu de première alerte est souvent le maire. Donc c'est lui qui essaie, dans son intercommunalité notamment, de trouver une solution pour pallier ce déficit. Mais les autres collectivités
Le département, un peu par le biais de son action, notamment dans les établissements médicaux et sociaux, mais la région surtout est souvent très sollicitée pour faire des plans d'accès aux soins. Moi, je l'ai fait dans ma région des Pays de la Loire en 2016, puisqu'on a fait un plan d'accès aux soins. J'ai vu qu'il y en avait aussi, bien évidemment, dans les autres régions. Il n'y a pas de solution miracle, mais l'objectif, c'est en effet de trouver ensemble et avec les professionnels de santé. Et ce qui est parfois difficile, c'est de faire dialoguer les élus locaux, notamment les communes, avec les professionnels de santé, parce qu'il faut que les élus aussi, moi je leur disais, et pourtant au Sénat on représente les territoires et je représente bien évidemment les maires, mais je leur disais, attention, n'attendez pas le médecin d'autrefois, vous ne le trouverez plus, enfin... Comme dans les films, hein, ça n'existe plus. Donc, essayez de voir quel est le meilleur... D'abord, quel est le plan santé et le projet de santé que vous voulez faire sur votre territoire à l'échelle de plusieurs communes. Et ensuite, essayez de trouver, avec les professionnels de santé, soutenus par les régions, la meilleure solution. Parce que souvent, on voit des élus qui se lancent tout de suite dans une maison de santé. Et le terme de maison de santé, moi, me perturbe toujours un peu. Parce que derrière maison, il y a la notion de mur. Or, on voit bien, ça peut être multisite. Je préfère, moi, le terme souvent de pôle santé qui correspond mieux à la réalité. Mais souvent, on voyait des maires qui faisaient des maisons de santé qui étaient vides, qui étaient des coquilles vides parce qu'ils n'avaient pas fait un vrai projet de santé derrière. Donc, je pense qu'en effet, les collectivités ont tout leur rôle à jouer pour essayer de trouver ensemble. Et le kiné l'a bien dit, on voit bien il y a des zones sous-denses dans certaines professions, mais qui ne le sont pas dans d'autres. Donc la difficulté, c'est d'harmoniser tout cela. Mais je pense qu'en effet, c'est un vrai travail en commun pour tous aller dans le même sens, avec l'appui des régions et avec les ARS. Moi, j'ai bien travaillé avec mon ARS, avec les ARS pour essayer de donner aux concitoyens l'accès aux soins qu'ils attendent, mais aussi de faire en sorte que les professionnels de santé se sentent bien dans le territoire. Et c'est vrai qu'aller voir des étudiants en disant « je suis dans un désert médical », ça fait pas envie quoi, de venir s'installer. Je pense qu'il faut au contraire essayer de mettre en avant les valeurs du territoire et puis essayer de donner aux professionnels de santé ce qu'ils attendent en termes d'emploi pour le conjoint, en termes d'accès en effet à la scolarité, en termes d'accueil de stagiaires. Il y a un vrai travail, mais bien sûr que les collectivités ont toute leur part. Vous parlez justement des jeunes. Aujourd'hui, vous êtes favorable, il me semble-t-il, à la 4e année d'internat en médecine générale au sein des territoires. Pourquoi ? Alors, au Sénat, on se heurte régulièrement à chaque projet de loi de finances de la sécurité sociale ou à chaque loi sociale sur, en effet, soit des amendements ou des propositions de loi. Beaucoup de nos collègues qui veulent répondre aux besoins de leurs maires et de leurs habitants sont pour une obligation d'installation. Moi, j'ai toujours été défavorable à la coercition en matière d'installation. Je pense... Et je ne dis pas ça pour me faire applaudir ici, parce que je l'ai toujours dit. Si vous reprenez, ça fait des années qu'on le dit, et la Commission des affaires sociales a souvent eu cette position. Mais c'est une position qui devient difficile à tenir. Il faut bien que les professionnels de santé le sachent aussi. Moi, mes collègues me disent, t'es gentil en disant ça, mais nous, qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas de médecin, les gens râlent. Moi, je pense qu'on ne gère pas la pénurie par la coercition. Je connais des zones mieux dotées que d'autres. Je ne connais pas beaucoup de zones surdenses. Donc, on va déplacer des installations. Moi, j'y suis défavorable. En revanche, je pense que, et on a travaillé l'autre jour à la Commission des affaires sociales en recevant l'Association des étudiants en médecine de France qui nous montrait leur mal-être, puisqu'ils ont fait un livre blanc. Et on avait en même temps j'avais souhaité avoir les doyens pour qu'il y ait une vraie discussion qui s'engage. Et on voit bien que si on favorise l'accès aux stages pour les médecins généralistes le plus tôt possible dans des territoires hors les murs de l'hôpital, si je puis dire, ça favorise l'installation. Donc, oui, moi, en effet, je serais assez favorable à une 4e année de médecine générale avec des stages, mais dans des conditions de salaire et d'exercice qui correspondent aux attentes des étudiants. En matière de... C'est pas une 4e année sous la même forme que les précédentes. Mais si on arrive à déjà les mettre vraiment comme des professionnels de santé du territoire en 4e année, je pense que ça pourrait permettre l'installation.
Mais est-ce que ce modèle ne s'apparente pas à une forme de coercition déguisée? Non, parce que vous faites 4 ans, mais après vous vous installez. C'est quand même différent de dire, toi, tu vas aller à tel endroit, à trifouiller les oies pendant tant d'années. C'est quand même totalement différent. Moi, je pense que... Ou alors, parce que beaucoup de collègues me disent, oui, mais enfin, on leur paie leurs études. Oui, mais on paie les études de tout le monde. Donc ça, c'est déjà un premier point. Deuxième point, les étudiants en santé, à partir du moment où ils ont réussi les concours, ils travaillent, ils font tourner les établissements. Donc ce sont pas des étudiants qui se la coulent douce. Donc je pense qu'au contraire, on peut pas leur reprocher cela. Après, si l'idée c'est de dire, mais il y a des professions où à ce moment-là on fonctionnarise, mais moi c'est pas ma conception que j'ai de la médecine. On a besoin des deux secteurs. Xavier Le Mercier, je voudrais vous entendre réagir par rapport à cette proposition qui est d'ailleurs soutenue par Valérie Pécresse. Pensez-vous que cette 4e année d'internat, ça peut apporter une réponse? Est-ce que ça peut inciter les jeunes médecins à s'installer dans les territoires désertés? Bonjour. Le regard qu'on doit avoir, c'est celui du changement de paradigme et de la création de la dynamique d'une équipe sur un territoire pour monter un projet. Donc, on l'a vu dans la plénière précédente, ça a été souligné. Finalement, faire découvrir ce qu'est la médecine et les professions de santé en ambulatoire auprès d'une population, tout ce qui va dans ce sens-là va être favorable, puisque ça va donner du sens à notre métier, du sens à nos projets professionnels et du coup on l'espère personnels à côté. Donc en effet, venir sur le territoire au plus proche de la population, mais au plus proche aussi des professionnels déjà exerçant sur ces territoires, à mon avis, oui, c'est une solution. Par contre, si on est dans une dynamique de dire ça va nous permettre d'avoir des professionnels pendant 1 an, et puis du coup il va y avoir un turnover puisque chaque année il y en aura, et du coup ça comblera des trous, si on s'arrête là, à mon avis, c'est voué à l'échec, puisqu'ils vont venir, ils vont repartir. Et puis, des professionnels qui viennent et qui repartent, il y en aura forcément, quelles que soient les expériences, mais ce qu'on souhaite, c'est qu'il y en ait qui restent pour un projet, pour une population. Parce que si finalement on passe du paradigme du médecin traitant présent dans chaque village qui est disponible tout le temps, qui en effet... c'est une chimère, enfin je veux dire ça, voilà. Si on passe de ça à les territoires désertifiés sur le plan de la santé sont couverts par des étudiants en dernière année qui tournent tous les ans, en fait on perd complètement le sens de la proximité, de l'approche globale, du travail en équipe, de la construction commune, du parcours de soins. Donc voilà. Donc la 4e année, pourquoi pas, pour créer de l'envie et du sens, pour faire découvrir la proximité des territoires, mais finalement ça doit déjà s'appuyer sur quelque chose de préexistant. Je pense que votre vision va dans ce sens-là aussi, Madame la sénatrice, c'est-à-dire que ça ne peut pas être sur du vide en fait. Justement, vous avez prononcé à plusieurs reprises le mot sens. Pour vous, qu'est-ce qui vous a motivé à vous installer à Vouneuil-sur-Vienne? C'est pas la vocation. Vous n'êtes pas médecin par vocation? Non. C'est de bon ton de dire c'est formidable, les professionnels de santé ils font ça par vocation, ils y mettent du cœur. Oui, voilà, très bien. Mais en fait, dire que c'est de la vocation, dire que... Alors ça existe, hein, c'est pas quand je dis ça, voilà. Mais dire que c'est de la vocation, ça nous met une responsabilité sociale sur les épaules qui est énorme. Et qu'on a collectivement cette responsabilité sociale en tant que professionnel de santé de participer à l'effort collectif de la prise en charge de la population du pays, mais individuellement, c'est ce qui fait que, alors que vous êtes présent sur les territoires, vous entendez en permanence tous les jours « Ah bah dites donc, hein, c'est dur de se faire soigner, docteur. Hein. Ah bah dites donc, vous n'êtes jamais disponible. Hein. Ah puis pour trouver un kiné, ou voir le fameux « on peut mourir ». Non mais, je pense que ça parle à tout le monde, ça arrive un jour. Mais voilà. Et finalement, vous avez des professionnels qui sont investis et à qui on dit « Ah, mais il n'y a plus la vocation, les jeunes, c'est plus comme avant, etc. » Et ça, c'est hyper compliqué. Et ça rajoute une charge mentale au travail, alors qu'on essaye de donner, non pas de la vocation, mais du sens à ce qu'on fait.
Et le travail en équipe, il le donne ce sens. Puisqu'en fait, on sort de notre tuyau d'orgue dans lequel on file à toute allure, la tête baissée, et en fait, on lève le nez, on regarde le voisin d'à côté, on dit « Ah oui, tu as fait ça, c'est intéressant, comment tu fais, comment on travaille ensemble, etc. » Donc, à mon avis, la question, elle est plus de créer du sens plutôt que de susciter des vocations. Et donc, en clair, on ne s'installe pas aujourd'hui pour répondre à un problème de désertification médicale. Est-ce que le médecin aujourd'hui s'installe en se disant « je m'installe pour éviter le désert médical ou pour soigner le désert médical » ? Alors, pour le coup, c'est pas mon expérience. Enfin, c'est la discussion qu'on a eue quand on a préparé cette table ronde. Sûrement qu'il peut y avoir cette démarche-là, mais je crains qu'elle soit vouée à l'échec, parce que si on vient quelque part en disant « je vais venir là, parce que c'est un désert médical, on va sauver le monde », j'ai peur que ça tienne pas dans la durée, en fait. Alors que si on vient parce que on a découvert lors des stages, qu'on a rencontré une équipe, même en difficulté, et qu'on se dit, mais du coup, on va peut-être pouvoir faire quelque chose. Voilà, là, dans ce village, vous êtes 4 médecins, c'est bien, il y a une dynamique. Ah tiens, il y en a 3 qui ont plus de 60 ans. Toi, je m'entends bien avec toi, tu as 42 ans, ok, je joue le jeu, on vient ensemble. Il y a qui est déjà là? Il y a les infirmières, il y a les kinés. Ah oui, ils sont en difficulté aussi. Eh ben c'est pas grave, si on monte quelque chose ensemble, on va aller anticiper cette difficulté, on va résoudre notre problème. Alors c'est l'expérience que j'ai vécue il y a 10 ans, et voilà, et ça a marché, c'est-à-dire que nous ne sommes pas un désert médical, nous ne sommes pas un désert en santé, c'est tendu, le fil est tenu, mais aussi on a tout fait pour que ça ne le devienne pas. Et aujourd'hui, comment attirer les jeunes professionnels dans les territoires désertés ? Pas de baguette magique. Plusieurs leviers. Le stage et la découverte de la médecine ambulatoire en est. Le changement d'approche. De quoi fait-on la promotion? On fait la promotion d'une médecine ambulatoire en équipe avec un projet qui a du sens. C'est souvent, ça m'est souvent reproché quand je dis ça, mais en fait, je ne fais pas la promotion de la médecine libérale. Je suis médecin libéral. J'utilise cet outil-là. C'est un outil, c'est un moyen de paiement, c'est un moyen de rémunération. Pour le coup, c'est très bien. J'ai pas particulièrement envie de changer ce mode-là. Il doit sûrement évoluer, etc. Mais mon métier, c'est pas ça. Mon métier, c'est être médecin généraliste ambulatoire dans une équipe sur un territoire. Et si déjà on change cette approche et ce vocabulaire-là, je pense que ça participe à changer. Donc levier de rencontre, levier de changer l'approche, levier de créer du sens, levier d'avoir des moyens, c'est-à-dire que on a parlé tout à l'heure du financement de la maison de santé. J'ai l'impression qu'on est dans un entre-deux. C'est-à-dire qu'on a ce petit côté professionnel de santé, certes, mais amateur en termes d'organisation et de structuration. On a des outils depuis des années avec les maisons de santé, la CI et les projets qu'on construit. Mais en même temps, il faudrait qu'il y ait une espèce de bascule qu'on a commencé à faire avec les postes de coordinateurs et de coordinatrices en maison de santé, mais sûrement qu'il faudrait aller plus loin dans la ressource humaine pour nous aider à structurer cette organisation. Histoire que les soignants soient sur les soins, même s'ils doivent être leaders et porteurs des projets, mais qu'ils aient des fonctions support. Actuellement, les fonctions support... la fonction de coordination, elle est extrêmement importante, mais on voit sûrement qu'elle va aussi atteindre ses limites. Et en fait, finalement, peut-être qu'on doit passer du cabinet médical où on a sa secrétaire, à la maison de santé où on a l'équipe avec une coordinatrice, à une structure, pareil, un gros mot, mais peut-être plus entrepreneuriale. Ça ne veut pas dire qu'on va transformer nos maisons de santé en entreprises avec des actions, etc., mais ça veut dire qu'on va donner une dynamique y compris en termes d'organisation et en termes de gestion. Et ça, cette bascule, je ne sais pas si on est prêt à la faire en tant que professionnel de santé. En tout cas, on n'est pas du tout formé à ça, et souvent, ça nous fait un petit peu peur. Alors, Adrien Debever, vous avez entendu le docteur Lemercier qui parlait d'organisation et de gestion. Aujourd'hui, pouvez-vous nous, alors en tant que sous-directeur de l'offre ambulatoire à l'ARS Hauts-de-France, pouvez-vous nous préciser le rôle des ARS dans cette lutte contre les déserts, je ne vais pas dire médicaux, des déserts en santé? Voilà.
c'est large, j'espère que vous avez du temps. Alors, vous avez 5 minutes. C'est ça. Ouais. Le rôle des ARS, il est multiple et en même temps complexe. Déjà, on parle de désert médical. Moi, ce n'est pas un terme que j'utilise. J'entendais tout à l'heure désert en santé, c'est déjà le plus approprié. Mais avant d'être un désert médical ou un désert en santé, c'est déjà un désert tout court. Et moi, j'aime pas la notion de désert médical parce qu'il tend à culpabiliser aussi les praticiens. C'est déjà un désert. C'est-à-dire que, et on l'a dit tout à l'heure, l'absence de relais socio-culturels, l'absence de possibilités de travail pour un conjoint constituent des facteurs limitants et ça crée ces déserts. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, mais déjà on a posé un diagnostic qui permet aussi de définir quels sont les différents leviers sur lesquels on peut agir. Bon, l'ARS dans tout ça, qu'est-ce qu'elle peut faire? L'ARS, en réalité, elle fait avec les moyens qu'elle a. Et les moyens, ils sont multiples et ils sont micros. On n'a pas une baguette magique, hein. Malheureusement, il n'y en a pas une machine à fabriquer des professionnels de santé. Par contre, on peut agir sur certains leviers. On les a cités tout à l'heure, l'accompagnement déjà des initiatives territoriales. On accompagne toutes les initiatives, et ce, depuis plus de 15 ans aujourd'hui. C'est pas totalement neutre. On n'a pas une cartographie type des MSP à implanter. Par contre, dès lors qu'il y a un projet qui se crée sur le territoire, on l'accompagne. C'est comme ça qu'en 3 ans, on est passé de 70 MSP à plus de 200 aujourd'hui. C'est pas totalement neutre. L'autre levier, bien sûr, c'est le zonage. C'est-à-dire qu'on crée pour chaque profession des zones sur lesquelles on a un certain cadre juridique ou des aides financières associées. C'est pas suffisant. C'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, pourquoi? Parce qu'au final, on vient juste limiter des difficultés sur le territoire. Les difficultés, elles sont réelles sur le territoire. Parce que quand on parle de désert médical, derrière tout ça, c'est une chute de la démographie médicale extrêmement forte. Moins 7% entre 2016 et 2020. Voilà. Ça donne aussi une image très concrète de cette transformation qui est en train de vivre devant nous. Donc évidemment, on incite au financement, on aide à l'installation, mais c'est pas suffisant. C'est pour ça que je rejoins les débats qui viennent d'être dits. En réalité, l'un des rôles des ARS, c'est de faire connaître le territoire. C'est la première des choses. Un professionnel va s'installer sur un territoire s'il le connaît. S'il ne le connaît pas, c'est clair qu'il ne s'y installera pas. C'est évident. Et donc notre rôle, c'est de faire connaître le territoire. Pour le faire connaître le territoire, il faut un maximum de maîtres de stage. Il faut que les maîtres de stage ils soient dans les MSP où aujourd'hui on a des difficultés d'accès. Et ce n'est pas toujours le cas. Donc c'est à nous aussi de les accompagner. Est-ce que être MSU, c'est compliqué? Est-ce qu'on peut vous accompagner? Est-ce qu'on peut rendre l'agrément plus simple? Ça, c'est des choses concrètes. Mais il faut peut-être aussi repenser totalement cette connaissance du territoire. Au lieu de faire connaître le territoire à des médecins qui ne le connaissent pas, ou des professions qui ne le connaissent pas, peut-être essayer d'accompagner des jeunes de ce territoire dans leur étude de médecine. Ça, c'est aussi une expérimentation qu'on a menée et qui commence à donner des résultats assez positifs. Parce que c'est clair que c'est un pari qu'on fait. En accompagnant des jeunes qui sont aujourd'hui dans des territoires sous-denses, il y a probablement une plus forte chance que ces jeunes s'installent dans des territoires sous-denses que dans des territoires qui en ont un peu moins besoin. Et comment, voilà le rôle des ARS. Pardon. Et comment est-ce qu'on allie les nouvelles pratiques professionnelles aujourd'hui à vos politiques d'accompagnement? Alors, par nouvelles pratiques, c'est les nouvelles structures d'exercice coordonné, Oui, et puis les nouvelles missions, les nouvelles compétences, la pratique avancée, les nouveaux métiers qui arrivent aujourd'hui dans les structures? Alors, on en fait la promotion, déjà d'une chose. Je vais prendre un exemple très concret, par exemple, sur les IPA. On pense que le développement des IPA serait une chance pour le territoire. On connaît les limites, on connaît les difficultés, notamment financières en termes d'équilibre médico-économique pour ces structures. Ça, c'est sur le champ conventionnel, ça ne concerne pas nécessairement en premier lieu l'ARS. Par contre, nous, ce qui nous concerne, c'est de faire en sorte qu'il y ait des gens qui puissent être formés sur le territoire. Et donc, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on va, avec l'aide des facultés, ouvrir des formations, essayer de les accroître pour faire en sorte que le territoire puisse se doter en IPA et derrière, essayer de faire matcher finalement cette nouvelle offre avec des besoins en MSP et en essayant finalement de rassembler, de faire matcher ces deux combinaisons. Vous parliez précédemment de la question du zonage. Est-ce que cette notion, justement, n'est pas une vision trop monoprofessionnelle ? Alors, probablement. Après, c'est une vision monoprofessionnelle aussi parce que chaque zonage renvoie à des cadres juridiques différents. Le zonage si on met de côté les zonages des médecins généralistes, les autres zonages, ils induisent un conventionnement sélectif, ce qui n'est pas le cas pour le zonage des médecins. Donc si demain on doit repenser à un zonage plus global, nécessairement, ça induit une réflexion beaucoup plus grande qui est nécessaire.
Après, ça ne veut pas dire que les ARS n'ont pas une responsabilité dans les leviers qui sont les leurs. C'est-à-dire que quand on crée un zonage, on doit aussi regarder la présence paramédicale et la présence des MSP, ce qui est un point essentiel, et ce que nous faisons. On a fait partie des premières ARS à déroger au cadre méthodologique national, quand on crée un zonage, justement pour se poser ces questions, et pour ne pas s'empêcher de regarder sur le territoire, est-ce qu'il y a une présence de MSP ? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il y a des dynamiques? Et en fonction, quelle peut être la classification de la zone pour essayer de la doper, pour essayer de faire en sorte de la sortir d'une certaine torpeur? Et comment se porte la région Hauts-de-France en matière d'exercice coordonné? Est-ce qu'aujourd'hui, pour répondre à la lutte contre les déserts médicaux, vous prenez plutôt l'orientation MSP, centre de santé ou CPTS? Les trois, mon capitaine. En fait, pour moi, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence à avoir parce que ça renvoie à des aspirations différentes. Il est évident que le développement des MSP est réel en région. Et je l'ai dit tout à l'heure, on a passé la 200e MSP. C'est plus que la cible qui avait été fixée, c'est ça? La cible qui nous a été fixée, c'était 170. Donc on dépasse largement les seuils. En fait, on dépasse les seuils aussi parce que derrière, on a des porteurs qui sont ultra motivés. L'ARS n'est là que pour accompagner des porteurs en région. Si on n'avait pas des professionnels de santé qui y croyaient, on n'aurait aucune structure. Finalement, on est là que pour accompagner dynamique. Et pour répondre plus précisément à votre question, on accompagne les MSP tout comme on a une ambition sur les centres de santé. Parce que derrière les centres de santé, ça renvoie aussi à d'autres aspirations pour des jeunes qui s'aspirent davantage à du salariat, même si le salariat demain en MSP sera possible, mais en centre de santé aujourd'hui c'est quand même plus facilité. Et puis on a aussi sur des territoires des dynamiques de centres de santé un peu plus historiques qui font que de toute façon il n'y a pas de concurrence mécanique entre MSP et centres de santé, en tout cas pas à nos yeux. Pour moi c'est complémentaire. Et sur les CPTS, de toute façon on n'est pas sur le même cadre. Il n'y a pas de concurrence à avoir, et on l'a dit tout à l'heure d'ailleurs dans la précédente plénière, il n'y a pas de concurrence à avoir entre des structures d'exercice coordonnées à visée patientèle et des structures d'exercice coordonnées à visée populationnelle. C'est deux choses différentes et elles se complètent. Vous avez expliqué que l'ARS aujourd'hui accompagne les projets, les structures, les équipes. Il y a un changement de paradigme quand même, parce que jusqu'à présent, l'ARS avait plutôt un rôle de régulation, de régulateur sur le territoire. Aujourd'hui, il accompagne beaucoup plus, donc il est beaucoup plus à l'écoute du territoire. Est-ce que pour vous, ça a été difficile à mettre en place, à opérer ce changement? Alors, je vais parler uniquement pour les Hauts-de-France, parce que je ne connais pas nécessairement les autres agences. On n'a jamais été dans une dynamique de coercition, d'imposition ou de forte régulation dans ces domaines-là. On a toujours été dans une dynamique d'écouter le territoire et d'essayer de l'accompagner. Donc, en réalité, il n'y a pas eu de modification dans la manière de travailler. Notre dogme, il a toujours été le suivant. Si un territoire a un besoin d'être accompagné, on l'accompagne pour essayer de générer un essor. Si le territoire n'est pas assez mûr pour un MSP, on l'accompagne pour une équipe de soins primaires. On voit si ça accroche, on va l'accompagner encore plus vers une MSP. Et même après avoir un projet de santé validé, même après avoir une SCI contractualisée, on peut encore continuer de l'accompagner puisque c'est bien d'avoir des MSP. Mais après, il faut aussi les accompagner pour pas que ces MSP ferment. Parce que c'est aussi un risque aujourd'hui, vu le nombre de MSP qu'on a. Et notre ambition aussi, c'est de continuer à créer cette dynamique et de les accompagner tout au long de leur vie. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui pour une ARS de prévenir la désertification d'un territoire et donc d'agir en amont? C'est toute l'ambition du zonage pour le coup, parce que dans notre méthodologie régionale de zonage, on regarde la densité, mais également le nombre de professionnels de plus de 60 ans, de plus de 65 ans, et aussi le nombre d'actes moyens réalisés. Et très clairement, on sait très bien qu'en fonction d'un nombre important de professionnels de plus de 65 ans par rapport à une moyenne régionale, on sait que dans 3 ans, le territoire peut s'effondrer. Donc, ça peut être des paris qu'on fait. On dit, sur ce territoire, même si la densité ne justifierait pas nécessairement de le mettre dans zone d'intervention prioritaire, peut-être que le pourcentage de plus de 65 ans, il est tel qu'il faut absolument qu'on mette toutes les chances, qu'on donne toutes les chances à ce territoire pour s'en sortir très rapidement. Donc oui, c'est des choses qu'on fait. Et donc le screening, c'est tous les 3 ans, c'est ça? Mais en 3 ans, il peut se passer quand même beaucoup de choses. Oui. Alors, effectivement, sur le screening des zonages, parce que c'est des zonages, c'est des professions, il se fait tous les 3 ans, mais on est en capacité de l'évaluer tous les ans et potentiellement de le réévaluer si besoin est. Après, il faut quand même avoir une certaine forme de recul nécessaire pour regarder si nos actions ont produit des effets. Et en moins de 3 ans, c'est parfois un peu compliqué. Merci. Alors, donc l'équipe dans le désert sans l'équipe. Quelles sont les propositions d'Avec Santé pour aider à résorber les déserts médicaux et les déserts en santé, pardon. Nous allons le découvrir en vidéo.
Nous sommes tous d'accord sur ce point, l'offre de soins est insuffisante, voire inexistante, dans de nombreux territoires en France. Et pour faire disparaître ces déserts en santé, Avec Santé a des propositions pour vous montrer qu'en équipe, on va plus loin. Il faut mobiliser les acteurs de santé déjà sur le territoire. Qu'il s'agisse de regroupements de professionnels en MSP ou du rattachement d'équipes de soins primaires à des MSP qu'on pourrait désigner comme tête de pont, favorisons plutôt le réagencement de l'existant et complétons les équipes grâce au salariat. N'oublions pas les usagers, acteurs essentiels, qui doivent avoir toute leur place dans la vie du projet de santé d'une MSP. Valoriser les missions de service public menées par les MSP. L'accès aux soins dans les zones sous tension nécessite un financement adapté. Cela passe inévitablement par une augmentation et une pérennisation du financement des MSP par la CI ou par des moyens supplémentaires avec l'appui des collectivités territoriales. Et cela passe également par une valorisation adéquate des nouvelles démarches d'aller vers l'usager dans les déserts en santé. Miser sur le changement des pratiques professionnelles et plus précisément une meilleure intégration des nouveaux métiers ou encore le développement de nouvelles pratiques avancées. On pense par exemple à l'enrichissement des tâches des IPA ou à de nouveaux protocoles pluriprofessionnels de coopération autour des pharmaciens, des infirmiers, des kinés. Bien sûr, la formation des jeunes professionnels ne doit pas y échapper. Les stages en MSP dans des territoires identifiés comme déserts doivent être nettement favorisés. Investir dans notre infrastructure de santé par le développement des MSP participatives, y compris hors des quartiers prioritaires de la ville et en leur permettant de financer des activités sociales et médico-sociales au-delà de la CI. Ou encore, en adaptant les aides à l'installation par un financement d'emblée de la coordination. Alors pour que chaque Français puisse pousser les portes d'une maison de santé à proximité et à tout moment, appuyons-nous sur ces propositions. Parce qu'en équipe, on va plus loin. Alors Pascal, pourquoi ce plan Marshall d'investissement dans les structures d'exercice coordonné pour répondre à la désertification en santé? Alors, pourquoi le plan Marshall oui, il faut un plan Marshall, hein, mais pourquoi un plan Marshall? C'est absolument nécessaire d'investir dans la structuration des soins primaires par des équipes. Gérard, je ne vais pas parler à ta place, mais dans le manifeste, c'est ce qu'on demande. Enfin, c'est que chaque Français puisse avoir accès à une équipe. Donc ça veut dire que même là où l'offre en santé elle est restreinte, il n'y a pas de raison que les Français ne disposent pas de cet accompagnement de l'équipe. Donc ça veut dire que il va falloir investir. Alors investir, certes la maison de santé c'est pas des murs, mais il va falloir quand même investir dans les murs, mais surtout il va falloir changer de paradigme. C'est-à-dire que comment ça se passe là actuellement? Il faut soit qu'un maire se mobilise, mais on voit que ça marche pas toujours quand c'est le maire qui se mobilise tout seul. Soit c'est quelques professionnels un peu leaders qui vont se mobiliser. Or, quand on est dans une zone où l'offre est difficile, c'est des gens qui ont la tête dans le guidon, quoi, en fait, et qui n'ont pas la capacité forcément et l'énergie, et on peut les comprendre, de porter un projet de santé. Alors certes, ils vont être accompagnés par l'ARS. Ok, mais je pense il faut qu'on change. C'est-à-dire que ces professionnels de santé qui sont bookés, on va leur demander de rédiger un projet de santé, de s'impliquer dans un projet de santé, avec un appui méthodologique qui, en grande partie, lié à, par exemple, des cabinets de consultants qui vont intervenir à un moment donné, ou à l'accompagnement d'une fédération régionale absolument indispensable pour écrire ce projet de santé. Mais si on ne met pas à disposition une fonction de coordination dès le début du projet, on ne peut pas aller plus loin. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre que les équipes aient fait la structuration CISA, elles aient signé l'accord conventionnel avec l'assurance maladie pour bénéficier d'une fonction de coordination. C'est beaucoup plus en amont qu'il faut y aller. Et ça fait partie du plan Marshall. Ça veut dire aussi que les ARS
l'État permette un financement de cette fonction support au plus tôt dans les territoires et au plus près des équipes. Cette fonction aura vocation à se pérenniser dans une fonction de coordination. Oui, Xavier, il faut faire évoluer aussi cette fonction de coordination qui est indispensable, qui ne peut plus se limiter à la seule animation de l'équipe, l'animation du quotidien de l'équipe. Il faut la booster, il faut l'augmenter par une fonction beaucoup plus technique dans le fonctionnement qui permettra aussi aux professionnels de se recentrer sur leur activité de soins, tout en gardant la main sur leur projet de santé. Ça, c'est aussi extrêmement important parce que tu parlais de structure libérale. Ce qui nous fait la différence entre une structure libérale et un centre de santé, c'est le fait que les professionnels ont la main sur leur projet de santé et c'est eux qui le portent et qui choisissent. Ça veut dire aussi qu'ils vont choisir peut-être d'exercer avec de nouvelles pratiques parce que les besoins de la population dans le territoire imposent des changements de pratiques, des collaborations qui vont bien au-delà des accords conventionnels, qui vont peut-être nécessiter de la dérogation, qui vont peut-être nécessiter de la négociation au sein de l'équipe. Et donc, si on veut passer le cap de cette problématique de désertification en santé, il faut qu'on trouve de nouveaux moyens de répondre aux besoins de la population. Je pense aussi un des éléments, alors il y a plein de maisons de santé qui ne sont pas forcément dans des déserts en santé, mais il n'y a pas beaucoup de maisons de santé où à côté, à 10, 15, 20 kilomètres, il n'y ait pas un désert en santé. Et on doit tous se poser la question de nous qui sommes dans des maisons de santé qui tournons, ce qu'on peut offrir, comment on peut coopérer, comment on peut impulser à nos collègues qui sont à côté, par exemple l'émergence peut-être d'équipes de soins primaires dans un premier temps et que notre maison de santé va devenir tête de pont, accompagnant, guide, offrir des services éventuellement à ces territoires et après accompagner ces équipes dans le niveau de maturité qui va leur permettre de passer au stade de maison de santé. Donc on a aussi, nous, notre rôle en tant que maison de santé d'aller chercher dans les territoires comment aider nos amis des territoires voisins qui sont en souffrance, parce que de toute manière, la population va être autrement aller venir chez nous et quelque part peut-être emboliser et dépasser un peu nos capacités. Donc ça, c'est très important, mais il faut un plan Marshall, effectivement, pour impulser une nouvelle dynamique. Chaque Français a besoin d'une équipe de proximité et même dans les déserts, il faut leur offrir cette possibilité. Moi, j'aimerais t'entendre sur justement ces nouveaux moyens pour répondre à toutes ces problématiques. Il y a notamment cette proposition qui sera bientôt discutée avec l'assurance maladie, des ESCAP. Je voulais avoir ton point de vue sur la question. Alors, qu'est-ce qu'on veut ? On veut des professionnels qui se parlent entre eux, qui téléphonent autour d'une situation de patient. Est-ce que c'est pas dans nos missions essentielles de base ? Est-ce qu'il y a besoin de financer ce type de relation ? Est-ce que c'est pas est-ce que c'est une plus-value ou ça fait partie de notre mission essentielle ? Ne confondons pas tout. Une équipe autour d'un patient, bah oui, elle se fait de fait parce qu'un patient a besoin d'un infirmier, d'un kiné, d'un pharmacien, d'un médecin. Mais c'est ce qui se passe actuellement. Mais c'est pas, c'est d'autre chose qu'il a besoin le patient maintenant. C'est pour prendre en charge sa pathologie chronique, il a besoin d'une équipe structurée, une équipe qui assure la continuité des soins, même quand le médecin ou l'infirmière participe aux rencontres de l'île, il y a quelqu'un d'autre pour répondre à sa demande, à son besoin. Et donc
nul n'a la science aussi infuse. L'union fait la force, le collectif fait la puissance. Et donc, du coup, c'est d'une équipe dont on a besoin, mais une équipe structurée. Une équipe qui est capable aussi de mettre des outils en place, de mettre un projet de santé en place pour aller vers le patient, même s'il y a des difficultés d'accès aux soins, même dans les déserts médicaux. Donc, c'est pas simplement que de la relation téléphonique ou même de la relation physique à un moment donné. On n'est pas du tout dans le même champ. Nous, ce qu'on promeut, c'est des équipes structurées, des équipes coordonnées, des équipes avec une fonction de coordination, des équipes avec des financements adaptés. On est dans une autre échelle parce que les besoins sont plus grands. Et puis parce que aussi, quelque part, pour répondre à ces problématiques d'accès aux soins et de désertification médicale, je le répète, il va falloir changer nos pratiques. Et donc l'ESCAP, c'est de la coordination sans changer les pratiques, quelque part. C'est de la coordination de base, mais on n'est pas dans du partage de compétences ou de la délégation de compétences. On est dans un champ beaucoup, beaucoup moindre. En fait, on ne change pas le système avec les ESCAP. Nous, ce qu'on veut, c'est un peu changer le système, parce que de toute manière, on est obligé de changer le système. En 2018, au moment du lancement du plan Ma Santé 2022, Édouard Philippe disait vouloir faire des maisons de santé la norme. Au-delà de l'aspect quantitatif de cette notion, est-ce que finalement, devenir la norme ne risque pas d'enfermer les équipes dans un cadre qui serait trop rigide et qui risquerait justement d'étouffer toute possibilité d'innovation qui constitue quand même l'ADN de ces structures? Il y a 2018 maisons de santé en France, au 31 décembre. Je ne suis pas sûr qu'elles sont toutes normées de la même manière, en fait. Parce que ce qui fait la caractéristique d'une maison de santé, c'est son projet de santé. Et le projet de santé, il n'est pas copié-collé d'une maison de santé à un autre, d'un territoire à un autre. Et ce que je viens de dire, notamment sur l'histoire des aires médicaux ou des aires en santé, c'est que le projet de santé d'un territoire à un autre va être différent. Et la maison de santé, elle sera différente. Je ne suis pas sûr non plus que cette notion de maison de santé comme unité de base soit si normative que ça, et si elle bloque l'innovation. Tout à l'heure, 20% des articles 51 sont portés par des maisons de santé. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la DSS. Donc ça veut dire que la norme ne bloque pas l'innovation. Donc il faut justement... mais le français, il a aussi besoin, les Français, ils ont besoin aussi d'avoir une garantie d'accès dans des équipes structurées, dans des équipes qui fonctionnent avec des normes qualitatives, en étant sûr que, par exemple, les problématiques autour de la confidentialité soient bien garanties, autour de systèmes d'information qui soient bien partagés, avec des professionnels qui réfléchissent ensemble sur leur situation et qui impliquent les usagers dans la participation de cette maison de santé. Donc, je sais pas, enfin, les usagers, ils ont droit à ça, quoi, en tant qu'assuré social et en tant que citoyen. Et c'est quelque part ce qu'on doit leur offrir. Les critères de l'ACI, c'est aussi quelque part, on pourrait dire, une norme de base. C'est-à-dire, on a des indicateurs avec des systèmes de fonctionnement. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait des RCP, ça veut dire qu'on ait des plages d'ouverture qui sont garanties, qui permettent un accès aux soins. Il faut aussi que ces nouvelles pratiques, ces pratiques avancées se fassent dans un cadre sécurisé et qui donne confiance aux usagers de les utiliser. Et donc ça, c'est quelque part nos structures qui permettent de le faire. Je sens que M. Raymond veut absolument intervenir sur la question. Non, c'est se dire que je partage effectivement l'ensemble des discussions et des propositions que vous faites. Je pense que il y a deux choses, mais que vous connaissez par cœur. On a fait un observatoire pour célébrer les 20 ans de la démocratie en santé, de la loi, des droits des patients. Le seul droit qui est en baisse subjective pour les patients, c'est le droit à l'accès aux soins. Tous les autres droits ont augmenté, ont gagné quelques points, le dossier médical, etc., l'information, etc. Le seul, c'est l'accès aux soins. Donc il y a bien un sujet. Le deuxième point que vous connaissez tous, c'est que
et ça, je pense qu'il faut quand même le savoir, peut-être le dire à certains politiques, que nous allons continuer à baisser en nombre de médecins jusqu'en 2028. Quand j'entends certains candidats qui disent on va embaucher 5000 médecins, en 2030 peut-être, mais pas en 2023. Hein, donc il faudra bien quand même qu'ils le précisent. Donc qu'est-ce qu'on fait en 2023? Et je pense que vous l'avez parfaitement bien conçu. D'abord, c'est comment, je vais être un peu plus coercitif, moi, non pas dans l'installation, mais dans l'obligation aux professionnels de santé sur un territoire à former une équipe, à réfléchir à leur projet de soins. Et tu l'as dit tout à l'heure, il faut que le coordinateur, il arrive tôt. Non, il faut qu'il arrive avant. C'est à lui, délégué par l'ARS ou le conseil régional, je m'en fous, celui qui va payer, c'est d'aller voir les professionnels de santé en leur disant vous téléphonez 2 fois par jour et encore, mais c'est juste... Non, on va se faire une réunion, on va essayer de voir comment la situation peut s'améliorer. C'est lui qui doit être le promoteur de ce travail d'équipe. En avant. Et après, on va continuer à travailler là-dessus. Bien entendu que le projet médical ne peut se faire, projet de santé, ne peut se faire qu'avec les usagers de la santé. Alors ça, c'est une évidence même. L'offre de soins doit être en adéquation aux attentes et aux besoins. Et on a 2 axes d'offre de soins. L'offre de soins non programmée, j'ai mal à un coup d'un matin, eh bien, qu'est-ce que je fais? OK, voilà, je vais aux urgences parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas faire autre chose. Donc, je vais passer une journée aux urgences pour me dire que, effectivement, hier, j'ai joué toute la journée au tennis, donc c'est normal que j'ai mal au coude, mais j'ai perdu toute ma journée. Et il y a l'offre de soins programmée, c'est-à-dire les parcours de santé des pathologies chroniques. Et ça, effectivement, aujourd'hui, je ne vais pas sortir tous mes outils, mais voilà. Et on a aujourd'hui aussi un espace santé, mon espace santé, le dossier médical, la messagerie sécurisée, tout cela se met en place, mais effectivement, et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est à vous à être aussi les initiateurs de ces outils-là, pour faire fonctionner ces outils. Le seul mot qui n'a pas encore été prononcé, mais qui est sous-jacent à tout cela, c'est la confiance. Comment aujourd'hui retrouver ou trouver la confiance des usagers de la santé en leur système de soins et surtout aux professionnels de santé qui les accueillent. C'est ça, c'est cette confiance-là qu'il nous faut retrouver. Donc comment on favorise l'accueil, comment on favorise aussi l'accompagnement de l'ensemble des... Mais tout ce que vous avez dit est tout à fait d'accord. Mais il y a peut-être une vraie volonté politique à obliger aujourd'hui. Moi, la coercition, elle n'est pas dans l'obligation de l'installation, même si chez moi, il y a un grand débat là-dessus, etc., etc. Moi, plutôt, la coercition, ce serait d'obliger les professionnels de santé à créer un projet médical sur un territoire donné, et là, peut-être qu'il y aurait une vraie... La puissance politique, que ce soit l'ARS ou le conseil régional, devrait être dans ce cadre-là. Et je crois que Xavier aussi veut intervenir. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur, au contraire, de vouloir que les modèles de ce qu'on a construit collectivement, et qui fait qu'on est de plus en plus nombreux, deviennent la norme. Parce que dans notre norme, il y a une place à l'expérimentation, il y a une granulation territoriale, parce qu'il y a un cadre avec des exigences autour du sens et du projet, mais les moyens, ils doivent pouvoir être extrêmement adaptés aux besoins, aux attentes. Et finalement, si on arrive à travers ça à ce que la population exige non pas d'avoir un médecin au pied de chez soi, mais exige avoir une équipe qui la prend en charge, ben là, je pense que ce sera tout gagné. Mais pour ça, il faut aussi qu'on passe... On a parlé de transfert, délégation, partage. C'est long, en fait, à faire. Je travaille depuis quelques mois avec une infirmière en pratique avancée, et après 10 ans d'exercice et les années d'études, il y a des choses que j'ai eu du mal à construire avec elle, mais plus on construit, en fait, on gagne en qualité. Mais on gagne en qualité
pour elle, pour moi, pour notre travail, mais on gagne en qualité pour les patients. Et ce sera, et c'est, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux pour les gens que si j'étais tout seul à les prendre en charge. Et l'enjeu est que les gens en face, que les patients en face, que l'on prend en charge, ils comprennent que Lucie qui vient les voir et qui travaille avec moi, c'est pas parce que j'ai fait une ordonnance et ordonné pour qu'une infirmière vienne. C'est pas ça. C'est on a construit ensemble le projet et la prise en charge du patient. Et là, je parle du travail avec l'IPA, mais ça se décline partout. Et puis parfois, ça se déclinera sans le médecin physique, l'accès aux soins non programmés. Si l'équipe a construit une réponse et que parmi la réponse, c'est un autre professionnel que le médecin qui est face au patient. Ça ne veut pas dire que la compétence médicale n'est pas, puisque c'est l'équipe qui a proposé. Mais il faudra aussi finalement qu'on explique ça et qu'il y ait une acculturation pour que la population exige que son équipe lui propose une réponse et non pas exige de voir un médecin. Et vraiment, c'est... finalement, il y a tout le vocabulaire qui va avec, hein, y compris en parlant d'ordonnance, en fait. Adrien ? Non, je souscris parfaitement à ce qui est dit, mais juste sur le fait de forcer sur des territoires des équipes à travailler ensemble, moi, ça me semble quand même compliqué de forcer des gens qui n'en ont peut-être pas nécessairement envie à travailler ensemble. On ne force pas, et on le voit dans les premières dissolutions de MSP, malheureusement, c'est quand même une réalité. On ne force pas des gens qui n'ont pas envie ou plus envie de travailler ensemble à travailler ensemble. Par contre, effectivement, je souscris parfaitement à ce qui a été dit. Si on peut être plus facilitant ou plus incitatif dans le fait de travailler ensemble, oui. Et peut-être qu'effectivement, il y a à travailler, même si ça ne concerne pas que l'ARS, mais plus globalement l'État, dans des modèles d'accompagnement peut-être plus anticipés, comme on l'a d'ailleurs pour les CPTS. À un moment donné, il faut se dire les choses aussi. C'est-à-dire que sur les CPTS, on accompagne de manière anticipée la fonction de coordinateur parce qu'on sait que c'est essentiel dans la dynamique. Bah, pourquoi pas finalement sur la fonction de MSP, on voit qu'il y a peut-être un enjeu d'accompagnement, mais finalement, ce que vous avez traduit tout à l'heure, ça reflète déjà une grande partie de ce qui est déjà fait sur les territoires. Il faut probablement aller plus loin. Quand vous mettez en exergue le fait qu'il faut faire naître des ESP pour ensuite les rattacher à des MSP ou les transformer en MSP, en réalité, c'est déjà une grande partie de notre ambition. Il faut peut-être mieux la faire connaître et effectivement la doper avec des dispositifs nouveaux. Mais c'est tout de même déjà une réalité. Oui, moi je partage ce qui a été dit et je partage surtout le fait que on ne doit pas mettre des systèmes qui soient identiques partout. C'est quand même un défaut un peu français, ça, de vouloir que partout sur le territoire, sous prétexte d'égalité, on fasse le même. Je pense que ce qui marche bien sur un territoire en santé, je l'ai toujours dit avec les ARS avec qui j'ai travaillé ou lorsqu'on a fait des rapports, moi j'avais fait un rapport sur les CPTS, les GHT, on se balade partout. Ce qui marche bien, c'est quand on fait confiance aux professionnels de santé pour s'organiser et après il faut leur donner les boîtes à outils. Et je pense qu'il y a en effet des progrès à faire en termes d'accompagnement financier. C'est peut-être aussi une refonte importante du système d'accompagnement financier, voire de rémunération des médecins libéraux. Ça, c'est un autre sujet. Mais je pense qu'il faut vraiment, en effet, qu'on laisse les professionnels de santé s'organiser pour être, en effet, cette équipe de soins qui est autour du patient. Bon, même si on avait toujours l'impression que le médecin jusqu'ici travaillait tout seul. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai des copains qui étaient médecins. Ils ont toujours travaillé avec l'infirmière du village, avec le pharmacien du village. Ça a toujours été comme ça. Maintenant, ça a besoin du fait de la baisse de la démographie, et surtout aussi du vieillissement de la population, du développement des pathologies chroniques et tout ça. On a besoin d'être plus structuré et plus une équipe. Mais je pense qu'il faut vraiment accompagner en laissant les territoires s'organiser, en partenariat avec les élus, bien sûr, mais en laissant les professionnels eux-mêmes s'organiser, qui seront les mieux à même, si on est sur un projet de santé territoriale, de s'adapter aux besoins. Il n'y a pas un territoire qui ressemble à l'autre. Et on voit dans des départements, et je vais citer la Mayenne, qui est le département de Pascal Gendry, on voit comment, dans un coin rural du département, ce qui avait été mis en place par le pôle santé a formidablement bien marché dans un territoire rural, et quelque chose qui est dynamique et qui se poursuit, alors qu'on est obligé dans la préfecture de mettre en place un centre de santé avec des médecins retraités qui font des vacations en accueillant des stages. Donc on voit bien que c'est quand même
l'équipe elle-même sur le territoire qui fait le dynamisme, et c'est pas forcément lié à la configuration ou populationnelle ou géographique. Donc, mais il faut qu'on développe des systèmes de soutien, mais qui soient vraiment adaptés et qui soient au service des équipes de soins et de facto du patient. Alors j'ai une dernière question avant qu'on prenne les questions-réponses. Gérard, on a parlé, avec Santé dans son manifeste, parle du changement de pratique, misé sur le changement de pratique professionnelle. Xavier a parlé d'acculturation de la population. Justement, est-ce que le patient a du mal ou est-ce qu'il accepte facilement, par exemple, de voir une IPA plutôt qu'un médecin? Comment est-ce qu'on lui explique cela? Je pense que c'est très intéressant de regarder un petit peu l'évolution aujourd'hui de notre société, et particulièrement dans le domaine de la santé, parce que c'est ce qui nous importe. Mais qu'est-ce que nous a demandé à nous? J'ai 70 ans, qu'est-ce qu'on m'a demandé à moi pendant 70 ans? C'est d'être patient. C'est d'être observant, voire même d'être compliant. Et d'écouter religieusement ce que me disait le médecin, et surtout ce qu'il écrivait sur l'ordonnance, et de la respecter. Ceux qui me connaissent savent que je suis diabétique du type 1 et que j'ai connu les 6 prises de repas avec les doses d'insuline, et surtout ne pas les modifier parce que le médecin ne le voulait pas. Donc voilà ce qu'on nous a appris. Et aujourd'hui, on nous demande d'être acteurs, d'échanger, de participer, de nous prendre en main, d'être responsables. On nous offre Mon Espace Santé, qui est un coffre-fort où on va mettre nos données de santé et qu'on va vous permettre d'aller voir. Vous vous rendez compte de la révolution que c'est? Il y a 20 ans, la loi du 4 mars butait sur le fait que les médecins s'interrogeaient s'il fallait qu'ils informent les patients. Aujourd'hui, on s'interroge si les patients vont informer les médecins. Vous vous rendez compte, là, c'est quand même... ouais. Donc, ça ne peut que nous plaire. Mais il va bien falloir aujourd'hui acculturer 66 millions de Français qu'on a laissés dans l'inculture la plus totale. Et dire, voilà, oui, bien sûr. Donc, vous n'aurez plus aujourd'hui le médecin, il ne vient plus en visite le soir, à 10h du soir. Non, c'est fini ça. Je crois que nous aussi, il faut qu'on apprenne effectivement à utiliser ce nouveau système de santé, à utiliser les équipes de soins, à utiliser aussi les nouveaux outils numériques et de liens qui peuvent y avoir entre nous. Faut-il aller voir le médecin ou le professionnel de santé? Est-ce qu'on ne peut pas le téléphoner? La téléconsultation, ça existe. On peut le concevoir. Donc, je crois qu'il y a aussi, avec la nécessité de transformer les pratiques médicales, transformer les postures des professionnels de santé, on a aussi tout un effort à faire pour aussi acculturer l'ensemble de nos concitoyens à se saisir de ces nouveaux modes du système de santé qui doivent leur permettre effectivement d'être plus acteurs, d'être plus actifs et de jouer un véritable rôle. Commençons d'abord peut-être par les pathologies chroniques qui me paraissent être les plus adaptées. Je parle du diabète, mais il y en a bien d'autres. Je pense qu'on peut commencer par cela. Et dans le cadre des parcours programmés, je trouve que là, on a de beaux outils à mettre en place pour créer du lien. Et puis les autres, ça viendra petit à petit. Mais on a un effort à faire d'acculturation de l'ensemble de nos concitoyens, c'est évident. Alors, on a besoin de vous, Gérard, pour faire cette acculturation, parce que quelque part, on a besoin des associations d'usagers pour permettre cette acculturation. Mais vous n'avez pas la tâche facile. Hein. Non. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on est au moment de la campagne électorale, on parle de déserts médicaux. J'ai regardé un petit peu les programmes. On parle de... oui, il faut des médecins ici ou là, quoi, en fait. J'ai pas entendu beaucoup de candidats, ou j'ai pas lu beaucoup de candidats, ou peut-être que je les ai pas tous lus. Il y en a que c'est vrai que j'en ai pas lu. Il y en a certains, c'est pas. Il y en a certains, c'est pas possible. Mais ça m'étonnerait qu'il ait vu l'idée du travail en équipe. Mais j'ai pas vu beaucoup de candidats parler justement de ces équipes dans ces déserts en santé, et que peut-être des nouvelles pratiques professionnelles allaient être impulsées par
par des équipes de campagne ou des orientations politiques. Je ne sais pas ce que tu en penses, Catherine, sur ces sujets-là. On entend assez peu là-dessus. Non, mais le politique nous dira ce qu'il n'a pas de souci. Mais moi, le candide de l'affaire, j'avoue qu'effectivement, on entend assez peu de choses pertinentes sur ce que devrait être demain l'organisation et l'évaluation de notre système de santé. Voilà, j'ai beaucoup entendu qu'on allait recruter des médecins, mais ça me paraît un peu juste. Voilà, on me parle aussi de remettre des lits à l'hôpital. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais je pense que je préférerais parler du premier recours que de la réorganisation de l'hôpital. Je trouve qu'on a du mal à véritablement aborder le système de santé dans une campagne politique. Je sais pourquoi d'ailleurs, parce que le temps sanitaire n'étant pas le temps politique, ça peut être un peu plus compliqué. Et aujourd'hui, il n'y a plus de campagne. Alors aujourd'hui, c'est réglé. Mais on peut espérer qu'effectivement, une fois que les choses seront un petit peu reposées, avec votre dynamique, avec la nôtre, mais peut-être certaines d'autres, on remettra à plat l'organisation et le fonctionnement de notre système de santé. On voit bien quand même qu'on a quand même des ajustements de planète qu'il faut accélérer aujourd'hui. On a des fortes dynamiques. Il faudra bien. Enfin, j'ai toujours cru, mon expérience le faisant, c'est qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et que si nous ne portons pas, nous, ensemble, avec ces projets-là, et demain, une fois que les campagnes sera et qu'on aura à nouveau une nouvelle chambre, etc., un nouveau gouvernement, si nous ne portons pas ça haut et fort, bien conçu, c'est nous qui en porterons la responsabilité. Donc à nous de bien nous préparer. Ces débats aujourd'hui sont là pour bien se préparer, bien concevoir la transformation profonde de ce système de santé dans les organisations, dans les postures de l'ensemble des professionnels de santé, des acteurs, y compris des patients. Et demain, nous porterons cela, effectivement, à côté à ceux qui auront la gouvernance de ce pays. Merci beaucoup. Alors, on va passer aux questions. Elle n'a pas répondu. Hein. Elle n'a pas répondu, mais la sénatrice, elle qui sera encore en mandat, pourra nous répondre. Non, je n'ai pas répondu parce qu'elle a répondu avant de me laisser répondre. Mais bon, d'abord, il n'y a pas beaucoup de campagne électorale à mes yeux, et elle tourne quand même toujours autour des mêmes thèmes. Et on ne peut pas dire que la santé, en dépit d'une crise sanitaire qui nous a mis sous cloche depuis 2 ans, soit au cœur des débats. Moi, j'ai vu, enfin, je n'ai pas regardé tous les programmes non plus, mais j'ai vu néanmoins que les maisons de santé, le développement des maisons de santé faisait partie de certains programmes. Je ne suis pas d'accord avec M. Raymond lorsqu'il dit l'hôpital. Non, moi, je termine ma commission d'enquête sur l'hôpital, et j'ai terminé ma commission d'enquête sur l'hôpital en écoutant on avait entendu les MSP, mais j'ai terminé mardi en entendant les syndicats de médecins libéraux. Donc, vous voyez bien qu'on était loin de l'hôpital. Ceux qui n'ont pas signé l'accord conventionnel, les mêmes. Ils voulaient être entendus. Moi, j'entends tout le monde. Et je ne veux pas qu'on termine l'enquête en disant on a refusé de nous entendre. Non, ce qui a été dit et ce qui ressort de cette commission d'enquête, c'est que l'hôpital, certes, va mal, mais l'hôpital n'ira bien que si la ville va bien et réciproquement. Et les deux sont liés. Et vouloir traiter en silo ou cloisonné, comme on l'a fait déjà, parce que cette collaboration très nette qu'ont les médecins d'autres générations étaient plus fermés au partage des compétences et autres. Donc les choses bougent. Moi, je pense qu'il faut le traiter en effet dans sa globalité. Et j'aime pas bien moi les programmes qui sont des inventaires à l'après-vert de tas de trucs. Je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens. C'est parce qu'on demande à un président de la République, c'est d'impulser des grands axes de développement, et après il faudra les gérer. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais je pense que la santé, de fait, elle est en effet à la main de tout le monde, des professionnels de santé, mais aussi du citoyen. Et dans cette acculturation du citoyen, je pense que les contrats locaux de santé que signent les territoires avec les ARS, nous maintenant les co-signés avec la région, sont des bons lieux où on peut amener aussi les usagers par le biais d'actions de prévention et autres à gérer mieux leur santé. Et je pense qu'il y a un travail fort à faire.
non, dans les débats, le débat qui tourne, c'est un peu celui de la grande sécu, hein, mais ça, je ne vais pas faire ce débat-là. Alors, le débat est passionnant, certes, mais je vous propose qu'on prenne quelques questions. Éléonore. Oui, bonjour. On a reçu une cinquantaine de questions, donc on a essayé de regrouper des thématiques. Donc il y a eu beaucoup de questions sur les stagiaires. Donc comment faciliter l'accueil des stagiaires par la MSP? Est-ce qu'il faut un cadre juridique pour leur conventionnement? Oui, les stagiaires c'est bien, mais est-ce qu'on a le temps de s'en occuper au final avec déjà tout ce qu'on a à faire dans une MSP? Et puis à travers les maîtres de stage, quel type de partenariat entre la MSP et l'université? Alors dans les revendications sur le... Enfin, les revendications, oh, punaise. Dans les propositions d'Avec Santé sur justement sur les problématiques de désert en santé, mais bien plus largement dans toutes les MSP, Avec Santé propose que soit donné un statut aux MSP qui accueillent des stagiaires et non plus que ce soit un accord entre la faculté et le médecin, entre tel ou tel professionnel et l'organisme formateur. Il faut donner au MSP le statut de lieu d'accueil de stage et donc avec aussi quelque part un cadre juridique sécurisant et un cadre assurantiel sécurisant, mais il faut donner ça au MSP. La MSP est un lieu de formation au pluripro, à l'équipe. Donc oui, une 4e année peut-être pour les médecins, mais c'est une année de formation. Et c'est une année de formation à l'équipe et au pluripro. C'est pas une année pour boucher des trous. Donc ça, c'est extrêmement important. Et si cette année de formation supplémentaire est fléchée, mais ça c'est une volonté politique de le faire, vers les structures d'exercice coordonné de type MSP, eh ben, il faut peut-être y aller, quoi, en fait. Autre point, il n'y a pas de raison qu'il y ait une valorisation de l'accueil des stagiaires pour les médecins et qu'il n'y en ait pas pour les infirmières ou les kinés. Et ça passe forcément par la reconnaissance d'un nouveau statut de lieu de stage à la MSP. On essaye d'y travailler et j'espère qu'on sera soutenu au niveau politique. Il faut l'appuyer. Il y a des questions donc, sur le rôle des fédérations régionales pour trouver des solutions. Quel est-il? Comment ils peuvent aider? Est-ce qu'ils peuvent accompagner les étudiants dans l'intégration de l'exercice pluripro? Alors sur les fédérations régionales, je pense qu'il va falloir peut-être que les fédérations régionales, alors on a parlé d'accompagnement au plus tôt dans les dynamiques territoriales. Je pense qu'elles ont un rôle fondamental aussi à appuyer les MSP pour qu'elles deviennent tête de pont. Et aussi à ce qu'elles appuient les professionnels qui sont dans des régions, dans des zones isolées, pour les mettre dans le réseau des MSP de la région. Donc les fédérations régionales ont aussi ce rôle important. Elles auront un rôle aussi important pour soutenir ces coordinateurs, parce que qui pourraient être tout de suite mis à la disposition des équipes dans la création de leur projet de santé. Parce que c'est des gens qui vont peut-être être dans des situations difficiles, compliquées, et les fédérations régionales ont ce rôle de créer, de soutenir les coordinateurs au plus près des équipes. C'est aussi ça qui fait la force de notre système associatif. Donc il faut tout de suite impliquer ces coordinateurs dans la communauté des coordinateurs de la région. D'accord. Dans le cadre de notre sujet, il y a pas mal de personnes qui se demandent pourquoi donne-t-on autant de moyens pour les CPTS et si peu pour les MSP? Adrien, peut-être? Génial. Je sens que je vais ramer sur ça. Pourquoi on donne autant de moyens? Je pense, encore une fois, n'opposons pas des dispositifs qui ont vocation à se compléter. Bon, après, j'ai pas dit grand-chose en disant ça.
Après, autant de moyens, je pense qu'il ne faut pas non plus être... il faut regarder l'intégralité des moyens qu'on donne à chacun et à l'autre. Encore une fois, les moyens qu'on donne aux CPTS, la grosse différence, c'est que les CPTS sont accompagnés avant même leur ACI sur du fonctionnement, là où en MSP, on les accompagne lorsque le projet de santé est validé, et ils sont surtout accompagnés via la SCI. Donc effectivement, il y a un différentiel qui est net. Ça traduit aussi une volonté politique d'augmentation très nette des CPTS et d'une couverture des CPTS. L'ambition politique, c'est d'avoir 100% du territoire français couvert par une CPTS en 2022. On n'y est pas encore, mais c'est la direction vers laquelle on est. Ce qui a du coup, cette ambition s'est traduite concrètement par un accompagnement renforcé qu'on a demandé. Bon. Mais une fois que les CPTS seront en exercice, il n'y aura plus d'accompagnement par anticipation, par la force des choses, puisqu'elles seront sur le territoire, alors que les MSP, elles, ont toujours vocation à être accompagnées tout au long de leur vie. Puis, il y a des MSP nouvelles qui vont se créer chaque jour, là où une fois qu'un territoire sera couvert par une CPTS, il n'y aura pas besoin d'aide financière. Donc on est sur des temporalités de toute façon qui sont différentes et sur des objets qui sont différents. Donc il ne faut pas non plus chercher à les opposer ou à comparer un mode de financement par rapport à un autre. Je veux bien juste compléter. J'ai pas du tout d'avis sur le niveau de financement, mais je suis professionnel santé dans une maison de santé et également parmi les promoteurs d'une CPTS. J'ai l'impression qu'il y a un espèce de piège qui s'est tendu et que potentiellement on va tomber dedans. C'est-à-dire recréer des silos qui seraient plus entre professions, puisqu'on essaye justement de les casser dans le cadre de nos maisons de santé, mais entre des niveaux, un niveau patientèle et un niveau territorial. La maison de santé, c'est l'unité de soins. C'est l'équipe de soins, c'est le projet de soins. C'est le projet de santé et de soins. Donc la maison de santé, elle fait des soins. Et on veut tendre à ce qu'elle devienne l'unité de base, la tête de pont qui va permettre à chaque acteur d'un territoire de travailler sur le soin. La CPTS, nous, on la vit comme un outil territorial d'organisation, de coordination, mais qui ne fait pas du soin. Et finalement, on voit que dans les CPTS, souvent, c'est des équipes de MSP qui vont aussi porter les choses. Mais pourquoi ? Parce que la culture est la même, celle du projet et du sens collectif, en fait. Et si cette culture, elle est la même, il n'y a pas de raison que ça dysfonctionne entre les deux. Il faut juste que chacun se mette dans la mission qui lui est remplie. Et j'ai l'impression qu'il y a un piège qui est en train de se créer, qui serait sur le fait de vouloir recréer des CPTS en mettant juste des professions les unes à côté des autres dans les CPTS. Non, créons des équipes territoriales sur la coordination. Et ces équipes territoriales, elles vont structurer l'ambulatoire, donc elles vont être à l'initiative de l'ambulatoire, mais elles doivent associer les acteurs. Et donc il y a un autre silo à casser. Le lien ville-hôpital. C'est pas la CPTS qui se crée face à l'hôpital pour aller négocier avec lui. C'est la CPTS, c'est les acteurs qui se créent avec l'hôpital, avec les ESMS, avec les professionnels de santé libéraux pour structurer l'offre de soins ambulatoires. On va dire qu'il y a encore du boulot. Bien, je crois il est 45. Puis un petit détail. Enfin, pas question d'opposer MSP et CPTS, c'est pas la même chose. On n'est pas du tout dans le même champ. Sauf que, quand même, ne confondons pas tout. Un professionnel de santé qui va venir s'installer dans une équipe qui partage un projet de santé en pluripro. Je suis pas sûr qu'il soit très attiré parce qu'il y a une CPTS dans le territoire. Il va venir parce qu'il y a une équipe. Il va pas venir parce qu'il y a une CPTS. Donc, il viendra, c'est encore mieux si c'est une MSP qui a bien sa partie prenante dans la CPTS, ça sera encore mieux et il verra que tout sera bien organisé au niveau territorial, tout bien compris. Merci Pascal. Alors il est 12h46. Est-ce qu'on peut faire un mot de la fin, peut-être ? Un petit mot de la fin, Pascal ? Je pense que on a voulu absolument que ce thème des déserts en santé soit mis à ses rencontres parce qu'il c'était un sujet et c'est toujours un sujet fort d'actualité pour les Français en ce moment de campagne électorale. On est bien dans des problématiques pluriprofessionnel où chaque Français est soumis aussi à des difficultés d'accès, oui, aux médecins, mais aussi on a
On n'a jamais parlé du problématique de l'accès aux dentistes. Et pourtant, Dieu sait si c'est bien compliqué, l'accès aux kinésithérapeutes, à l'orthophoniste. C'est aussi une volonté très forte de notre part de mettre 2 témoignages, vous l'avez vu, d'orthophonistes et de kinés. C'est pas par hasard, c'est un choix. La problématique des déserts en santé, c'est vraiment une problématique qui nous est posée et la réponse, elle sera forcément collective et pluriprofessionnelle. Par contre, il faut qu'on se sente aussi tous concernés, même si on n'est pas dans des déserts en santé, pour voir comment on peut appuyer les territoires et les zones qui sont en désert en santé. Nous faisons partie d'organisations territoriales de type CPTS et donc de l'organisation de la santé sur les territoires, l'accès à la santé pour tous les Français nous concerne. Je vous laisse méditer ça au moment du repas. Et après ces 2 plénières très denses, je vous rappelle que vous êtes attendus dans les différents ateliers à partir de 14h. Et je vous rappelle aussi qu'à 13h30, il y a l'inauguration du mur des Fédés, où il y a des tas de photos fortement appropriées, très jolies, mais on vous demandera votre avis sur l'application. Il faudra voter pour la photo la plus belle qui récompensera la plus belle des fédérations. Ça sera forcément la vôtre. Donc on risque d'avoir un biais de recrutement en fonction du nombre d'inscrits, mais on va assumer ça. Bon appétit et à tout à l'heure. Merci.